Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Roland Quérol. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous en direct. L'un des meilleurs, des plus avisés politologues de France. On l'assume, on est heureux de vous avoir, enseignant et aussi chercheur à Sciences Po. Vous publiez Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance, c'est aux éditions Grasset. C'est une certitude pour vous, les Français sont plus en colère que jamais. Pourquoi est-ce qu'ils le sont plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Ils le sont plus parce que le temps passe et que les raisons de leur colère ne cessent de croître puisque le politique fournit de moins en moins les résultats attendus. Sur le chômage, c'est ça. En fait, il y a ça. D'abord sur le chômage. L'absence de résultats, c'est vraiment un des moteurs forts du rejet, de la colère. C'est le premier moteur. C'est le premier moteur. Rendez-vous compte, dans les sondages, le chômage devient la préoccupation première des Français en janvier 1981. Ça fait quand même un moment que les Français demandent aux politiques de régler d'abord ce problème. Mais on a tout essayé, rappelez-vous. Eh bien voilà, on a tout essayé. Je cite un florilège de ce qu'ont dit les présidents là-dessus. Mais enfin, on n'a pas réussi. Et les Français, ils ont le sentiment qu'eux, ils se sont adaptés à l'offre. Ils ont essayé, ils ont voté à gauche avec les communistes, à gauche sans les communistes, à droite. Ils ont été pour la cohabitation, ils ont été contre. Ils ont essayé de s'adapter, d'envoyer des gens différents pour régler les questions qui les concernent. Et ils ont le sentiment que quoi qu'il arrive, ils s'intéressent plutôt, ces politiques, à leur petite carrière, leurs petits arrangements entre amis, plutôt qu'à résoudre nos problèmes. Voilà. Ils ne s'occupent pas des Français, mais ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est ça, en fait. Et ça plus l'absence de résultats. Ben oui. Et quand vous ajoutez un peu d'affaires, de conflits d'intérêts, de Penelope Gate, alors franchement, le compte n'y est pas. Donc les Français seraient dégoûtés, pour le coup, par leur personnel politique, mais pour autant, ils s'intéressent toujours à la politique et qu'à voir le débat sur TF1, 10 millions de Français qui ont regardé. Absolument. C'est pas antinomique. C'est le grand paradoxe, c'est que la colère contre les politiques monte sans arrêt, et là, elle est à un degré assez bouillant. Et en même temps, les Français aiment ça, la politique. Ils le disent dans les sondages. On est un des pays d'Europe qui dit le plus aimer la politique. Et cette campagne présidentielle, elle intéresse 75 à 80% des Français. Donc c'est cette politique, ces politiques-là qui ne plaisent pas. Ce n'est pas la politique. Qui intéresse les Français, mais on va y revenir après. Oui. Pour autant, l'abstention est a priori peut-être à un niveau élevé. On en parlera juste après. Les Français, pour rester sur votre livre, ils veulent renverser la table, on l'a bien compris. Renverser la table, ça signifie quoi ? Mettre aux affaires quelqu'un qui n'a jamais gouverné, qu'on n'a pas encore essayé. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que finalement les deux finalistes présumés à moins de 3 semaines de l'élection, ce sont deux personnes qui n'ont pas été aux commandes. Enfin, encore que la question peut se poser pour Emmanuel Macron, qui quand même était... Oui, mais il y a comme ça des l'économie. politiques qui arrivent chaque fois à penser qu'ils sont le renouvellement, alors qu'ils ont déjà un peu été là. Rappelez-vous, Sarkozy, après Chirac, nous a expliqué qu'il était la rupture. Il a ferraillé, il faut dire aussi. Voilà, mais il sortait du gouvernement. Là, l'autre, il sort un peu du gouvernement aussi, mais voilà, il faut montrer qu'on n'a plus rien à voir avec le mandat précédent. Alors, oui, à 3 semaines, c'est ces deux-là. Attention, 3 semaines, c'est long dans la période que nous vivons. Il peut se passer plein de choses. Nous n'avons pas la garantie que ce sont Macron et Le Pen qui seront au deuxième tour. C'est vrai. Absolument. C'est pas figé pour vous. Ça reste encore ouvert. Quand on voit les sondages, ça paraît évident aujourd'hui. L'écart est fait quand même avec François Fillon, 7-8 points d'écart. Logiquement, oui. Dans toutes les autres élections, arrivé à 3 semaines de l'élection, on n'avait plus des évolutions aussi importantes. Parce que là, il y a quand même 8-9 points entre Fillon et Macron. Mais 8-9 points d'abord. Ça veut dire que si l'un en perd 4 et que l'autre en gagne 4, l'affaire est faite. C'est moins énorme que ce qu'on imagine. Et puis il y a des catégories qui réellement, pour le moment, sont absolument indécises. Il y en a 2, surtout, il y a les jeunes, les moins de 30 ans. Qui votent d'abord pour Marine Le Pen. Qui sont, dont c'est le premier vote. Mais ça, ils ne sont pas très différents du reste de la France, où elle est souvent en tête. Donc elle est un petit peu plus en tête chez eux. Mais la plupart, pour le moment, disent soit qu'ils s'abstiennent, soit qu'ils ne savent pas très bien encore. Et puis il y a, je dirais, les vieilles dames de droite. Elles trouvent que ce qu'a fait Fillon, c'est pas bien, souvent, et elles disent qu'elles ne voteront pas pour lui, aujourd'hui. Puis en même temps, dans les études qualitatives, au fil de la conversation, elles disent « Oui, mais moi, je suis de droite. J'ai toujours voté pour cette famille politique. » Je ne sais pas comment je ferai à la fin. C'est le pari des équipes de François Fillon qui nous parle de vote caché. Alors, ce n'est pas un vote caché. Ou de la vérité de l'isoloir. À ce moment-là, on se dit finalement, on rentre au bercail, on vote pas pour Macron. Là, il y a une possibilité. Je suis pratiquement sûr que ça va se passer. Ce que je ne sais pas, c'est si ça représente 1 point, 2 points ou plus.
Donc, ce n'est pas terminé pour François Donc, Fillon. Même s'il est englué aujourd'hui à oui. 17-18%, Absolument. il peut rattraper encore et se qualifier pour le second tour. C'est Mais en même temps, pas- il y a quand même 1,5 million de voix à reconquérir. La marche est haute. La marche est haute. La marche est haute, elle n'est pas la plus probable. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas exclu. Et quelle stratégie, pour le coup, il faudrait qu'il adopte pour inverser la tendance, pour rebondir? Il reste à peine 3 semaines. Il faut continuer à pilonner Emmanuel Macron, c'est ça? C'est là où il a récupéré des voix? Non, je crois que ce petit jeu des candidats les uns contre les autres n'intéresse absolument pas les gens. Ça les amuse au Café du Commerce, mais on ne vote pas là-dessus. Ce qu'on veut, c'est sur le fond, avoir le sentiment qu'on va donner les clés de la maison à quelqu'un qui va être efficace pour les problèmes qui nous concernent. Voilà. Est-ce que Fillon saura donner cette image d'efficacité, déterminée, à faire des choses qui vont dans le bon sens? Ou est-ce que ce sera Macron? Encore une fois, vous parliez de ces vieilles dames de droite qui, pour le coup, aujourd'hui hésitent, mais qui peut-être dans l'isoloir le jour J voteront pour lui. Mais ça fait 1 500 000 voix, ça, pour revenir à hauteur d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen? Vous savez, c'est jamais une catégorie qui est à elle seule décisive. Ça dépend d'un tas de gens dans l'électorat. Mais c'est ce genre de réflexe qui peut arriver à sauver Fillon. Vous savez, il est aujourd'hui entre 17 et 19. Que la droite française, autour d'un seul candidat, fasse 17 à 19, ça ne s'est jamais vu. On dit, mais Chirac, à moins de 20%, il est passé au deuxième tour. Mais Chirac, il avait à côté de lui Balladur, qui en faisait 18,5. Donc vous vous rendez compte de la déperdition. Donc, en 95, là vous êtes sur 95. En 95. Donc ça veut dire que quand on dit, voilà, il a des réserves, sur le papier, il a énormément de réserves. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui. Bon, et donc la stratégie pour lui, d'ici à 3 semaines, pour François Fillon, pour reconquérir encore une fois ceux qui sont partis il peut de temps en temps mettre un petit coup de cabinet noir, de choses comme ça. Mais encore une fois, le vote ne se fait pas sur l'attaque des autres. Le vote se fait d'abord sur une adhésion à une image. Et l'image qu'il doit donner, c'est l'image d'un gouvernant qui est capable d'être efficace sur les sujets qui intéressent son électorat, ou l'électorat qui est éventuellement prêt à voter pour lui. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, en économie notamment, parce que c'est ça qui va dominer les motivations de vote, en économie, pour l'électorat de droite, est-ce qu'on est capable de montrer qu'on va avoir une certaine efficacité, alors qu'il reproche à tous les gouvernants précédents, pas seulement Hollande, mais aussi Sarkozy et Chirac, de ne pas avoir été efficaces sur ce plan? Est-ce qu'il peut donner cette image? C'est ça, d'accord. Bon, encore une fois, c'est intéressant parce que, vous le disiez, Roland Quérol, on a dans l'histoire, en général, quand on est à 3 semaines des élections, les courbes ne bougent plus beaucoup. Elles bougent un peu, mais pas à ce point. Et cette élection, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Aussi parce que y a beaucoup d'indécis, parce que l'abstention, pour le coup, c'est ce que disait le sondage, hein, on serait aux alentours de 30%, un tiers d'abstention, niveau plus élevé qu'en 2002. Oui. Donc c'est eux aussi qui tiennent l'élection. Oui, parce que les gens. Quelle différence entre les abstentionnistes et les indécis? Si je vous dis pour qui vous allez voter et vous me dites Macron, mais que vous ajoutez. Ça engage que vous, ça. Si vous Fillon. Ça engage que vous. Ou Le Pen. Ça engage que vous. Et si je vous dis, mais est-ce que vous êtes sûr de votre choix et que vous me dites non, vous êtes considéré comme un filloniste ou un lepéniste indécis. Si, pour ne pas choisir du tout, vous me dites, je m'abstiens, vous êtes considéré comme un abstentionniste. Mais c'est souvent la même motivation. Ce sont des gens qui, pour le moment, sont un peu paumés, ne savent pas du coup s'ils vont vraiment y aller et s'ils y vont, pour qui voter. C'est eux qui vont faire l'élection, qui peuvent, pour le coup, faire basculer. C'est le dernier vote sur le plateau de la balance, oui, c'est eux. C'est eux qui vont progressivement entrer plus dans cette campagne, parce que la majorité des Français s'intéressent beaucoup, mais il y en a qui regardent ça encore d'un peu loin, qui vont entrer dans les 2 dernières semaines dans la campagne officielle, et qui vont se faire un avis. Et c'est ceux-là qui vont faire la décision, bien sûr. Bon. Et on ne se dit pas que les abstentionnistes, ça peut favoriser, s'ils vont voter plutôt les partis extrêmes, ceux qui veulent vraiment renverser la table? Non, au contraire. On a aujourd'hui un abstentionnisme qui est réparti sur tous les secteurs de la vie publique, mais qui est surtout chez les gens qui sont sans vraie opinion politique et un peu plus à droite que la moyenne nationale des Français. Donc ils pourraient, s'ils votaient tous, mais ils ne vont pas voter tous, ils pourraient plutôt favoriser la droite de l'échiquier politique, mais pas son extrême droite.
La question justement sur l'extrême droite, Roland Quérol, c'est de savoir si Marine Le Pen est correctement estimée, parce que c'est vrai que elle a souvent été sous-estimée par les sondages, entre 2 et 6 points entre les régionales de 2010 et les européennes de 2014. Au dernier régional, dans le sens contraire, elle a été surestimée de 3-4 points par les instituts. 3 semaines, on est 3 semaines, un mois avant l'élection. Est-ce que là, pour le coup, cette fois-ci, elle est à 25, 26, 25, 27. Est-ce qu'elle est correctement estimée par les sondeurs? Elle est plutôt descendue à 24, 25 en ce moment. Elle a perdu 2 points ou 2 points et demi dans le dernier mois. C'est très étrange. On ne commente pas beaucoup les évolutions du vote de Marine Le Pen. Probablement parce qu'on se méfie un petit peu des sondages. On a beaucoup commenté toutes les pertes de Fillon, mais elle a perdu en moyenne 2 points et demi. Ça veut dire que pour le moment, elle ne fait pas une campagne qui lui rapporte des voix, mais qui au contraire lui en coûte. Est-ce que les sondages l'estiment bien? Je l'espère beaucoup pour mes collègues et amis sondeurs, mais ça, on ne le sait que le jour du vote. Et oui. Moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a eu longtemps un problème structurel de sous-estimation parce que les gens n'osaient pas dire à un enquêteur, même au téléphone, qu'ils votaient pour quelque chose qui paraissait un peu inavouable. Aujourd'hui, c'est par Internet. Depuis que c'est sur un clavier d'ordinateur par Internet, il semble que ça marche beaucoup mieux. Bon, quand on vous lit, on vous sent convaincu que Marine Le Pen ne peut pas gagner parce que 55 à 60% des Français affirment qu'il est pour eux inenvisageable de voter pour le Front National. Comment être aussi certain qu'elle ne puisse pas être élue sachant que c'est vrai qu'on a le précédent quand même des régionales l'an dernier, en 2015, où elle fait 42%, je crois, de mémoire au premier tour. Très gros score. Et au final, avec le Front Républicain, elle est battue au second. Comment être sûr que ça marche à chaque coup? Et ça marche à chaque coup. Ben jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. C'est-à-dire que le fameux plafond de verre à 50% existe. Le Front National n'a jamais pu passer dès l'instant qu'on était dans un mode de scrutin où il fallait faire 50%. Même aux législatives, s'il y a 2 élus du Front National aujourd'hui au Parlement, c'est parce qu'il n'y a pas eu Front Républicain dans leur circonscription. Donc la force de la majorité des Français qui ne veut pas de Marine Le Pen au pouvoir et qui le dit, qui n'est pas d'accord avec ce que propose le Front National et qui dit qu'ils iront voter contre elle, c'est aujourd'hui tellement fort que je ne vois pas... Tout est possible, hein, ok, d'accord, dans une élection, jusqu'au dernier bulletin dépouillé, tout est possible. Mais ça paraît quand même, ça paraîtrait bouleverser toute la logique de ce que nous voyons sur les élections françaises, sur les sondages français, sur l'état d'esprit de l'opinion. Donc je ne parviens pas à croire que le danger Le Pen, comme on dit, soit si pressant. Alors ça va quand même être utilisé par les candidats. Celui qui sera au deuxième tour, il va jouer à fond le vote anti-Le Pen. Et d'ailleurs, ça contribuera probablement à emporter aussi la victoire. Mon avis, c'est plutôt que si le président qui va être élu ce coup-ci déçoit à nouveau les Français, comme depuis 40 ans, alors, dans 5 ans, il y aura peut-être un boulevard. Mais pour le moment, je ne vois pas le boulevard, je ne vois que la ruelle ou l'impasse. Bon, élection de la dernière chance, c'est votre livre. La moitié des électeurs de Marine Le Pen, enfin ceux qui inclinent à voter pour elle, considèrent leur programme, enfin ne croient pas dans le programme de Marine Le Pen. Non, il y a une fameuse idée, est-ce que le vote Le Pen est devenu un vote d'adhésion? Eh bien non, c'est toujours essentiellement un vote de protestation. C'est pour dire non aux autres, pour dire on est en colère, on ne veut pas de ça, on en a marre de la politique dehors, beaucoup plus que pour soutenir un programme. Écoutez, prenons un exemple simple. Les paysans, qui sont devenus très nombreux, les agriculteurs, à vouloir voter pour Madame Le Pen. Demandez-leur s'ils sont pour la suppression des subventions européennes. Demandez-leur s'ils sont pour la disparition de l'Europe ou de l'euro. Les mêmes vous diront non, pas question. Donc ça veut dire que c'est pas pour le programme, c'est vraiment pour faire barrage à tous les autres, arrêtez cette politique, occupez-vous de nous. La sortie de l'euro, justement, c'est pas cette mesure qui fait que Marine Le Pen a fabriqué son propre plafond de verre, justement parce qu'elle est quand même rejetée par la majorité des Français, notamment les seniors qui sont farouchement contre parce qu'ils ont mis un peu de pécule de côté en même temps. Donc oui, mais vous avez tout à fait raison. Cela dit, le plafond de verre existait avant,
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'a pas déplacé, elle ne l'a pas cassé. C'est un marqueur important aussi. C'est un marqueur important. Et il y a sa cohérence dans le programme, souveraineté politique, monétaire. Absolument. Vous savez que c'est une des économique. choses qui sont discutées au sein du Front National. Ouais. Il y a maintenant tout un courant qui reproche au courant Philippot d'avoir trop insisté sur cet anti-européanisme et qui voudrait que le Front National soit un peu plus réaliste sur le plan économique et pas simplement avec un programme de très cégétiste sur les revendications et très anti-européen. On verra ça. C'est la ligne Marion Maréchal Le Pen, pour faire. C'est en partie notamment la ligne Marion Maréchal Le Pen, mais je pense que le débat n'est pas clos chez eux, mais je pense en tout cas que ça ne va pas aider Madame Le Pen à passer la barrière. Alors quand on parle aussi, enfin quand on regarde les sondages, on est à 3 semaines d'élection, quand on écoute tout le monde, Macron est quasiment président. Encore quand on se demande si les sondages de second tour avant le premier, c'est toujours discutable. Oui, tout à fait. Il est friable quand même, il faut expliquer. Parmi ceux qui disent voter pour lui, il y en a beaucoup qui sont quand même très indécis. Donc il est fragile, Emmanuel Macron. Il est forcément le plus fragile. Vous savez, sur un spectre politique, ceux dont toujours les électeurs sont les plus indécis sont, ceux qui sont le plus au centre de l'échiquier politique, parce qu'évidemment, l'électeur qui est central, sinon centriste, il a le choix entre le candidat lui-même puis quelqu'un à sa droite, quelqu'un à sa gauche. Donc le choix est plus important que pour quelqu'un qui est aux extrêmes, qui n'a pas le choix, il n'y en a qu'un. Donc c'est forcément plus friable. Et puis, plus le public qui vote pour un candidat est éduqué, plus il répond qu'il peut changer d'avis. Parce que c'est être un imbécile que jamais changer d'avis. Parce que si vous me dites, vous votez pour X, est-ce que c'est sûr, définitif ? Je vous dis, attendez, non, je suis la campagne, je verrai. Voilà. Donc le vote intelligent des catégories moyennes et supérieures, ça s'accompagne souvent d'un « allez, je regarderai jusqu'au bout avant de décider ». Donc voilà, et il se trouve que Macron, il est à la fois en position centrale et qu'il a le public le plus éduqué. Donc c'est assez logique que ce soit l'électorat le plus fragile. Donc à 3 semaines d'élection, rien n'est joué. Non. Rien n'est joué. On parlait comme un sondeur, si c'était dimanche prochain, Macron gagnerait, ça c'est une certitude, quelles que soient les marges d'erreur possibles des sondeurs. C'est deux dimanches après, pour le coup. Eh bien, y compris 2 dimanches après, mais comme c'est dans 5 dimanches, il peut encore se passer des choses, même si... 3 semaines, c'est pas 5 dimanches, 3 semaines. 3 semaines. Ah, par rapport au plus 2. Plus 2 avec je vous suivez. Oui. donc voilà, je crois que le plus probable est que tout de même, on entre dans de vraies cristallisations des votes, que ce soit en train là de se stabiliser. Mais on a vu tellement de surprises dans cette élection. Bon, on oublie Jean-Luc Mélenchon, il y a une vraie dynamique autour de lui, on le voit au travers des sondages, mais on l'avait vu aussi en 2012, à l'époque, il était monté. Monté jusqu'à 18 et redescendu à 11. Exactement. Sa marge de progression, est-ce qu'elle n'est pas un peu faible? Parce qu'on peut dire qu'il a fait le gros, enfin, il a bien mangé la laine sur le dos de Benoît Hamon, qui pour le coup est aux alentours de 8. Sa marge de progression, elle est où? Elle est chez les électeurs de Marine Le Pen, mais c'est les plus convaincus, de Marine Le Pen. Non, c'est très peu probable qu'on passe comme ça d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Pourtant, il parle au peuple. Oui, mais tout le monde parle au peuple. Non, je ne crois pas trop à ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu un premier sondage d'un institut qui n'a pas l'habitude de faire des sondages d'opinion, mais qui est connu sur le marché, et qui vient de faire passer Mélenchon devant François Fillon. Alors là, qui a fait ce sondage? C'est Scan Research et Le Terrain. Et là, si on en est là, mais après tout, Odoxa n'est pas loin de ça, ça veut dire que la marge de progression a été plus importante que nous n'avions fait l'hypothèse. Il est au-dessus de ce qu'il avait réussi à faire dans les meilleurs sondages il y a 5 ans. Mais là aussi, ça peut aussi redescendre. Bon, dernière question. Comment s'opère le vote? Le jour où on est dans l'isoloir, les électeurs qui ne vont pas lire tous les programmes, ils liront, vous l'avez écrit, ils lisent d'abord éventuellement les professions de foi. Oui, c'est intéressant parce que le gouvernement, pour faire des économies, avait proposé de supprimer les professions de foi. Parce que c'est très lourd à imprimer, etc. Et c'est le Parlement qui n'a pas voulu. Les députés ont dû se rendre compte, et ils ont raison, que c'est l'un des documents électoraux les plus lus par les Français. On ne connaît pas les programmes, mais au moins on jette un œil sur les professions de foi. Alors comment Donc on le vote choix final, sur quels critères on se base quand on est dans l'isoloir, dans la vérité de l'isoloir? C'est un cocktail. C'est un cocktail de la personnalité, à qui je donne les clés de la maison. Il faut que j'ai confiance en lui. Donc c'est un élément de confiance personnelle, extrêmement imbriqué avec l'idée que c'est à son tour de prendre les clés, justement, pour faire fonctionner la maison, parce qu'il va le faire dans le bon sens.
Voilà. Il y a parfois une mesure programmatique qui illustre ça chez les gens. Il va faire ça, par exemple. Je ne sais pas, il va lutter contre les 35 heures. Lui. Voilà. Une mesure, mais pas tout un programme et une orientation globale. Bien orienté et une tête à qui je peux faire confiance, vous êtes élu. Et où est la colère là-dedans ? La colère, elle est dans le fait que j'ai voté comme ça toutes les fois précédentes, j'ai donné ma confiance quand même, et tous ont trahi ma confiance, puisqu'ils n'ont pas fourni les produits. Et c'est pas ça qui peut écraser annoncés. tout le reste, justement ? C'est ça qui peut écraser tout le reste, mais on en est encore à un moment, c'est pour ça que je dis encore dernière chance, on est encore à un moment où les Français sont prêts à marcher, avec une abstention peut-être en hausse, avec encore une indécision, mais ils sont prêts à y aller et à faire confiance. C'est pour ça que je dis le prochain, il a vraiment intérêt, lui, à réussir. Vous y croyez au tiers d'abstentionnistes au premier tour ? Non, je pense que ça va baisser. Bon, voilà. Je vous renvoie à lire absolument Roland Quérol, Les raisons de la colère, l'élection, la dernière chance. C'est aux éditions Grasset. Merci Roland Quérol. Merci à vous. Au revoir.